Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors. Nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous abordons l'impact du conflit en Ukraine sur le modèle agroalimentaire européen. Et pour traiter ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Madame Geneviève Ponce, vice-présidente et directrice générale du think tank Europe Jacques Delors, basée à Bruxelles. Geneviève Ponce a été en charge de l'environnement et du climat dans le cabinet de Jacques Delors lors de ses mandats de président de la Commission européenne. Elle est directrice honoraire de la Commission européenne, où elle a occupé plusieurs postes de management avant de devenir directrice du service juridique du Bureau international du travail, puis directrice du Bureau européen du WWF. Alors, l'Union européenne s'est engagée, dans le cadre de sa réforme de la politique agricole commune et entrant en vigueur en 2023, à développer une agriculture, je cite, plus juste, plus verte et davantage fondée sur les résultats. Parmi les objectifs de sa stratégie de la ferme à la table, From Farm to Fork en anglais, figure une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre et de 50% des pesticides d'ici à 2030. Toutefois, la guerre en Ukraine et l'arrêt des exportations qu'elle implique pourraient causer un ouragan de famine, pour citer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et dans ce contexte, l'augmentation de la production agricole européenne pourrait remettre en cause les objectifs écologiques fixés. C'est donc avant tout cette question que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser vos questions que je relayerai à notre intervenante dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Madame Ponce pour sa présentation. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour à tous. Et merci à l'Institut Jacques Delors, en particulier à Sébastien Maillard, pour son invitation à me prêter à cet exercice important et utile des Euroquestions sur un sujet européen d'actualité. Je vais vous dire quelques mots d'Europe Jacques Delors. Donc, c'est le dernier né des think tanks inspirés par Jacques Delors, think tank européen. Le premier a été créé par Jacques Delors lui-même à Paris en 1996, le deuxième à Berlin en 2014, et nous-mêmes, nous sommes tout récents, créés en deux temps, entre fin 2017 et début 2020. Et la particularité que nous avons, qui est un petit peu due à ma propre histoire, c'est que nous regardons tous les sujets européens, potentiellement, intérieurs, extérieurs, mais sous l'angle du développement durable. Nous avons commencé par le verdissement du commerce international en mettant nos compétences respectives, Pascal Lamy et moi-même ensemble. Et puis, nous avons également travaillé sur la finance verte, grâce notamment à notre expert associé Jean-François Ponce, qui se trouve être mon mari et un ancien directeur des affaires monétaires de la Commission. Et puis, nous avons travaillé sur la protection de l'océan et de l'hydrosphère. Et enfin, nous avons osé nous attaquer à une chose incroyablement difficile, complexe, mais très importante, qui est le verdissement de l'agroalimentaire européen. Donc, ce système agroalimentaire européen est bien entendu très affecté par la guerre en Ukraine, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui en deux temps. Premièrement, quel est l'impact de cette guerre sur nos approvisionnements et sur nos prix agroalimentaires? Et deuxièmement, quelles conséquences devons-nous en tirer à court terme, mais aussi à plus long terme? Alors, tout d'abord, l'impact de cette guerre sur nos approvisionnements et nos prix agroalimentaires. Vous voyez que la crise ukrainienne est une crise à de multiples égards, et c'est entre autres une crise énergétique avant même d'être une crise alimentaire. Et les deux choses sont intimement liées. En ce qui concerne la crise alimentaire d'abord, la Russie et l'Ukraine produisent environ 12% de toutes les calories alimentaires consommées dans le monde. Les deux pays jouent un rôle primordial dans la production mondiale de blé, d'orge, de maïs et de tournesol utilisés pour produire de l'huile de cuisson. Donc, je vais vous donner d'abord quelques chiffres. En ce qui concerne le blé, la Russie est le premier exportateur, 16% des exportations mondiales. L'Ukraine est le cinquième exportateur, 9% du marché mondial. Et on estime qu'environ 25 millions de tonnes de blé ukrainien devront être remplacés pendant la saison agricole actuelle et la suivante.
L'huile de tournesol, l'Ukraine produit 50% de l'offre mondiale, la Russie 30%. Et cette production ne peut pas être facilement remplacée. Les engrais, enfin, c'est la perturbation la plus importante. La Russie et la Biélorussie exportent de grandes quantités de fertilisants à base d'azote et de potassium. De nombreux pays situés dans l'Union européenne, mais aussi en Europe orientale et en Asie centrale, dépendent des fertilisants russes pour plus de 50% de leurs besoins en engrais. La question des fertilisants peut avoir une incidence sur les agriculteurs du monde entier et causer le déclin de la production de tout type de produits alimentaires. Nous devons donc faire face à des pertes de production qui sont liées à la guerre, aux chaînes d'approvisionnement perturbées pour la même raison et à la flambée des prix des denrées alimentaires et des intrants. Flambée des prix d'autant plus préoccupante qu'elle avait commencé avant cette crise ukrainienne. Dans certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient, les pays les plus pauvres sont confrontés à une grave pénurie de céréales, déjà maintenant, pour le pain notamment en provenance d'Ukraine. Près de 40% des importations de blé en Afrique proviennent de Russie et d'Ukraine. Et selon l'ONU, la guerre pourrait entraîner la famine de plus de 13 millions de personnes supplémentaires dans le monde. Les prix des produits de base ont grimpé en flèche pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2008. L'indice des prix des denrées alimentaires de la FAO a atteint un sommet historique en février, dépassant le précédent sommet de 2011, qui avait entre autres précédé les printemps arabes. Les prix du blé ont augmenté de 19% depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Les prix des engrais avaient déjà augmenté avant la guerre, mais ils atteignent aujourd'hui de nouveaux records. La situation actuelle le montre, avec la concentration des exportations et des approvisionnements alimentaires entre les mains de quelques pays seulement, notre système alimentaire mondial est vulnérable et sujet à des chocs. Les répercussions pour l'Union européenne sont les suivantes. Notre approvisionnement alimentaire n'est pas menacé. L'Union européenne est en effet largement autosuffisante pour de nombreux produits agricoles. La crise fait cependant ressurgir notre dépendance à l'égard des importations d'énergie, d'engrais et de fourrage. La hausse des prix affecte tout le monde, mais à court terme, les plus touchés sont les producteurs de denrées alimentaires qui font face à une augmentation des coûts des intrants et à une perturbation des chaînes d'approvisionnement. À moyen terme, si ces hausses de coûts se répercutent sur les prix à la consommation, il nous faut craindre pour les consommateurs à faible revenu. Voilà le tableau que l'on peut dresser sur le plan mondial comme sur le plan européen. Alors, comment répondre à ces problèmes? Comment faire face à ces problèmes? La Commission a proposé un paquet de mesures pour endiguer la crise qui est largement partagé, largement soutenu par les États membres. Il comprend un plan de soutien de 500 millions d'euros, un cadre temporaire de crise pour les aides d'État et des dérogations à certaines obligations en matière de verdissement en 2022. Il y a du bon et du moins bon dans ce paquet. L'encouragement à accélérer la transition vers des techniques agricoles économes en engrais et en pesticides est arrangé dans les mesures clairement positives. L'autorisation donnée de cultiver des terres mises en jachère tout en continuant à percevoir des subventions vertes est beaucoup plus contestable, tant par son inadéquation aux problèmes à régler à court terme que par sa nocivité à plus long terme. La réponse à cette crise doit en effet inclure des solutions à court terme pour faire face à l'augmentation des prix et aux perturbations des chaînes de production, ainsi que des solutions à plus long terme pour assurer notre sécurité alimentaire. Qu'est-ce que nous entendons par sécurité alimentaire? C'est une nourriture de bonne qualité, disponible et abordable pour tous. Pour tous, pas seulement chez nous, pour tous dans le monde. Nous entendons des appels au renforcement de l'indépendance du secteur agroalimentaire européen, à l'augmentation de la production au sein de l'Union, à la diminution des importations et même à l'interdiction d'exportation de certains produits agricoles.
Mais vu l'impact mondial de cette crise, nous ne pouvons pas nous permettre de limiter notre réflexion aux frontières nationales ou européennes. Tout comme la pandémie du Covid-19, cette crise est une crise planétaire qui nécessite une réponse globale. Et cette réponse globale, il faut l'apporter tant à court terme qu'à long terme. Sur le court terme, la réponse à la crise ne peut pas être de restreindre le commerce. Un retour au protectionnisme ne serait pas la bonne réponse, pour deux raisons en particulier. Premièrement, cela aggraverait la faim dans le monde. Les pénuries d'approvisionnement touchent surtout les pays les plus pauvres du Moyen-Orient et d'Afrique, qui dépendent fortement des importations de céréales en provenance d'Ukraine. Les exportations européennes pourraient jouer un rôle à cet égard, mais cela nécessite une coopération internationale et la fermeture de nos propres frontières ne serait d'aucune utilité. Deuxièmement, cela accentuerait l'augmentation des prix. La crise de 2007-2008 a montré que la restriction du commerce et la mise en œuvre d'interdictions d'exportation exacerbent encore davantage la hausse des prix. Donc, ce n'est pas cette voie-là qu'il faut suivre. Alors, quelle voie s'ouvre à court terme? Je vous citerai deux voies principales, et c'est au niveau mondial qu'il faut les suivre. Premièrement, mieux gérer la concurrence entre l'utilisation de cultures pour produire des biocarburants et l'utilisation de cultures pour nourrir les populations. Réduire de 50% cette année les céréales utilisées pour la production d'éthanol, transport de carburant, aux États-Unis et en Europe, permettrait de compenser les pertes des exportations ukrainiennes de blé, de maïs, d'orge et de seigle. Deuxièmement, soutenir le programme alimentaire mondial. Le programme alimentaire mondial, ou PAM, est gravement touché. En 2021, l'Ukraine était en termes de volume le plus grand contributeur unique de vivres pour le PAM. Cependant, le problème sur le très court terme n'est pas celui de l'approvisionnement en quantité, mais bien celui de la hausse des prix. Le PAM a déjà un déficit de financement de 8 milliards de dollars qui va très probablement se creuser. On parle de 20 milliards de dollars, ou même davantage. Il faut donc soutenir le PAM, sinon il va être obligé de réduire les rations alimentaires qui sont allouées déjà à d'autres pays tels que le Yémen, le Tchad ou le Niger. Les pays qui peuvent se le permettre, en particulier les pays européens, devraient faire des dons au PAM afin de réduire le déficit auquel va faire face cette organisation. La France devrait contribuer plus. Alors que l'Allemagne est le deuxième contributeur après les États-Unis, la France a donné en 2020 la moitié de ce que la Russie avait donné cette même année. Il y a donc une marge de progression. Donc, ça, c'est pour le court terme. Maintenant, sur le long terme, là, on parle de sécurité alimentaire et elle n'est pas seulement un problème ponctuel, c'est un objectif de long terme. Et il s'agit de garantir la production alimentaire pour les générations futures, ce qui veut dire des systèmes agricoles et alimentaires plus durables, car les rendre plus durables, c'est aussi les rendre plus résistants aux crises futures. Nous nous trouvons déjà en face de deux crises profondes, structurelles, le changement climatique d'une part et l'érosion massive de la biodiversité d'autre part. Notre réponse à cette crise alimentaire ne peut pas négliger ces aspects. La bonne réponse est de renforcer et non d'abandonner nos efforts pour accroître la durabilité. Par durabilité, j'entends, comme le fait Jacques Delors depuis toujours, la durabilité économique, sociale et environnementale dans son ensemble. Nous sommes contraints d'adapter notre production agricole et alimentaire à l'évolution des conditions climatiques, comme le démontre clairement le dernier rapport du GIEC. Et nous devons réduire les effets négatifs de l'agriculture sur les écosystèmes. Cependant, les défis économiques et sociaux, comme je viens de le dire, doivent rester présents à l'esprit.
Il s'agit de fournir une alimentation suffisante, saine et abordable et d'assurer un revenu décent aux agriculteurs. Il s'agit aussi de s'attaquer au problème des régimes alimentaires déséquilibrés et de l'obésité en Europe, en informant sur les aliments de meilleure qualité et en faisant la promotion. Et il faut veiller à ce que tous les acteurs de la chaîne de valeur prennent leur juste part des efforts et pas seulement les agriculteurs. Le constat est donc clair, nous devons reconsidérer la façon dont nous produisons et consommons nos aliments. La stratégie européenne de la ferme à la table qui a été présentée par la Commission européenne en 2020 est de ce point de vue un pas dans la bonne direction, même si certains acteurs importants de cette filière agroalimentaire la critiquent sévèrement. Elle adopte une nouvelle perspective plus globale, à savoir une approche embrassant l'ensemble du système agroalimentaire. Maintenant, il faut assurer la mise en œuvre effective de cette stratégie et faire en sorte que tous les acteurs, y compris les plus réticents, soient impliqués dans le processus sans laisser personne de côté. L'agriculture peut et doit faire partie de la solution. Les pratiques d'agriculture durable doivent être mieux soutenues et valorisées. Il nous faut établir un système qui récompense les pratiques vertueuses. Il faut repenser notre consommation de protéines, faire évoluer les régimes alimentaires riches en viande vers une consommation accrue de protéagineux. Cela aurait des effets bénéfiques sur la santé, réduirait les émissions liées à l'élevage et rendrait l'Union européenne plus indépendante des importations. Dans l'Union européenne, une réduction de 8% de l'utilisation des céréales pour l'alimentation animale permettrait d'économiser suffisamment de blé pour compenser le déficit attendu de la production ukrainienne. J'en arrive à ma conclusion. Le modèle agricole et alimentaire européen a été extrêmement efficace pour répondre à certains des objectifs fondamentaux de la politique agricole commune, notamment en fournissant des aliments abordables en quantité suffisante aux citoyens européens. Nous ne devons pas perdre de vue ces réalisations, mais nous devons également reconnaître que l'agriculture n'aura pas un avenir prospère sans prendre soin de la nature. Je sais que ça n'est pas une voie facile et nous voyons le débat qu'elle suscite dans la société. La voie du progrès est de concilier production et protection en changeant nos techniques agricoles et nos régimes alimentaires. Il faudra pour cela du temps, mais le temps presse, des moyens financiers bien orientés, de la recherche et de l'innovation. Ce triptyque est justement celui que prône la FNSEA. Il est donc possible de s'entendre et d'aller ensemble dans la bonne direction. Merci de votre attention et prête pour vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. On va donc directement commencer la session de questions-réponses. Peut-être une question sur la stratégie développée par l'Union européenne, donc de la ferme à la table, comme on dit en français. La dimension productive et nourricière de l'agriculture avait-elle suffisamment prise en compte dans cette stratégie? Je parle avant, évidemment, le conflit en Ukraine. C'est une très, très bonne question, bien entendu, et c'est pour cette raison, c'est en raison des doutes exprimés là-dessus que l'on a des réactions qui ont été assez sévères des agriculteurs sur cette stratégie. À la fois un sentiment de ne pas avoir été suffisamment consulté et d'avoir fixé des objectifs qui n'étaient pas réalistes. Je pense que ce qu'il faut, c'est absolument réinstaurer un dialogue avec les producteurs. Moi, ce qui me rassure personnellement, c'est en écoutant la FNSEA, en écoutant Madame Lambert, c'est de voir que pas un instant, l'objectif de neutralité carbone en 2050 n'est rejeté. Pas un instant. Ce qui est très contesté, voire violemment contesté, c'est la façon d'y aller. Et si il s'agit simplement de rediscuter les objectifs et leur calendrier, c'est un moindre mal.
L'objectif, c'est vraiment d'arriver à cette neutralité carbone en 2050 et d'y arriver tous ensemble et dans la confiance. Donc, je pourrais vous dire des choses beaucoup plus précises, mais en fait, il faut non seulement investir dans ce dialogue, mais il va falloir encourager, avant d'interdire, il faut encourager le développement de pesticides et d'engrais alternatifs. Il faut soutenir les agriculteurs pendant les années de transformation. Et il faut veiller aussi à ce que le reste de la chaîne agroalimentaire, les entreprises de transformation et les détaillants, aient des attitudes qui récompensent les processus vertueux. Donc, il y a toute une série de choses à faire en allant tous dans la même direction, mais la première chose à faire, c'est de restaurer le dialogue. Moi, c'est ce qui m'a frappé en me lançant dans ce sujet tellement compliqué, c'est la grande difficulté à dialoguer. L'énorme sensibilité de part et d'autre, mais je dois dire tout particulièrement des agriculteurs, et la grande difficulté à dialoguer. Donc c'est ça, ça va être probablement l'obstacle le plus important à surmonter. Merci beaucoup. Alors, vous avez également mentionné les mesures d'urgence qui avaient été prises par la Commission européenne face à cette crise alimentaire naissante. Sur la question de l'aide alimentaire au reste du monde, vous avez parlé évidemment d'un risque protectionniste. Est-ce que vous sentez l'Union européenne capable des efforts conséquents pour augmenter son aide alimentaire, notamment en Afrique, face à cette crise? Alors, je crois que nous avons les moyens de le faire et tout particulièrement les moyens financiers et les moyens financiers d'aider le programme alimentaire mondial. Le programme alimentaire mondial sait où sont les besoins. Et ce qu'il faut, je dirais, globalement, le monde produit assez de nourriture pour tout le monde. Le problème, c'est que certains, parmi les plus pauvres, dans les pays les plus pauvres, n'ont pas accès à cette nourriture. Le programme alimentaire mondial a cette capacité de savoir où sont les besoins et de répondre à ces besoins. Et c'est ce programme en grande priorité, c'est ça qu'il faut faire, c'est l'aider à faire face à sa mission dans une période où les prix des denrées alimentaires qu'il transmet à ceux qui en ont le plus besoin augmentent de façon très importante, historiquement la plus importante. Merci beaucoup. Une autre question. Donc, vous avez bien évidemment parlé du lien entre la crise énergétique et la crise alimentaire. Une auditrice nous demande, un auditeur, pardon, excusez-moi, dédier les cultures à alimenter nos voitures avec le biogaz, par exemple. Quand on s'inquiète de la sécurité alimentaire, cela interroge bien sûr. Et cet auditeur note la proposition et nous demande lorsqu'on réduit la production d'hydrocarbures en Europe, est-ce que finalement, ça ne revient pas à davantage d'hydrocarbures à acheter à la Russie? Alors, écoutez, je ne suis pas sûre que j'ai complètement compris la question. Mais premièrement, les soi-disant biocarburants sont souvent plus nocifs, plus émetteurs en dioxyde de carbone que les combustibles fossiles. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. C'est une appellation trompeuse et en plus, c'est vraiment, ça vient en concurrence sur les terrains avec l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose, vous l'avez peut-être noté dans ce discours, je propose que l'on diminue cette production de soi-disant biocarburants. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en ce qui concerne les hydrocarbures achetés à la Russie, alors c'est un problème extrêmement sérieux puisque actuellement, l'Europe verse par jour 700 millions d'euros à la Russie en lui achetant des combustibles fossiles, alors que l'effort de guerre russe coûte 1 milliard, lui coûte 1 milliard d'euros. Donc vous voyez que l'on finance, si on s'attache purement aux chiffres, nous sommes plutôt du côté de la Russie que de l'Ukraine. Donc ça, c'est un problème énorme. Et en outre, nous savons que si nous voulons aller vers la neutralité carbone pour lutter contre le changement climatique, nous devons sortir des combustibles fossiles. Donc nous avons des raisons extrêmement claires et fortes d'accélérer la sortie des combustibles fossiles.
Maintenant, le débat, c'est comment est-ce qu'on va faire? Alors, le Royaume-Uni, par exemple, a déjà décidé l'embargo sur la totalité des combustibles fossiles en provenance de Russie, mais n'a pas fixé de date. Donc, l'embargo est décidé, mais par exemple, pour le gaz, c'est du genre aussitôt que possible. Donc, c'est là-dessus qu'il faut absolument travailler. Il y a des États européens qui sont très peu dépendants. La France, en particulier, est très peu dépendante. Elle a une grille énergétique qui fait qu'elle est très peu dépendante du gaz russe, mais l'Allemagne l'est bien davantage. Donc, il faut, en particulier du côté allemand, qu'une réflexion très forte soit faite, et notamment sous la pression de l'opinion publique allemande, pour sortir aussi vite que possible de cette dépendance au gaz. Donc oui, c'est un clair signal que nous devons sortir aussi vite que possible des combustibles fossiles et bien entendu, tout particulièrement de ceux que nous importons de Russie. Merci beaucoup. Une autre question, simplement une demande de précision sur le chiffre. Donc, une réduction de 8% de l'utilisation des céréales à destination de l'alimentation animale permettrait de donc, compenser l'insuffisance de la production ukrainienne. Une auditrice nous demande, pouvez-vous préciser d'où vient ce chiffre? Alors, moi, non. Mais par contre, si vous prenez les coordonnées de l'auditrice, mon équipe qui m'a fourni ces chiffres lui fournira la source. Moi personnellement, je ne l'ai pas. Hein. Désolée. Merci beaucoup. Et peut-être donc une toute dernière question, puisqu'on approche ici en France du second tour de l'élection présidentielle. La question, Emmanuel Macron a annoncé à l'issue du dernier G7 le lancement de l'initiative Farm. Avez-vous une réaction concernant cette initiative? Vous pouvez me rappeler ce que c'est, parce que je vous rappelle quand même que je suis généralement à Bruxelles et avec des antennes à 360 degrés, écoutant ce qui se passe un peu partout. Et il m'arrive parfois de perdre le fil des toutes dernières actualités françaises. Je m'en excuse. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que notre auditrice pourra le préciser. Je vais passer peut-être à une autre question quand même sur la France. En passant, c'est le goût français pour les acronymes à consonance anglaise. Ça m'amuse toujours beaucoup. Mais du coup, on s'y perd, on ne sait plus très bien de quoi il s'agit. J'allais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup surpris, puisque moi-même, je ne savais pas, c'était la faiblesse des dons en fait, au PAM de la France. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Comment est-ce qu'on explique, ces chiffres assez faibles finalement pour un pays qui, dans l'aide au développement, a toujours eu une politique assez ambitieuse? Mais je suis désolée, Mathieu, moi je n'ai pas d'explication. Hein. Je note que la France, mais je le note sans avoir d'explication. Je ne sais pas pourquoi la France donne moins que ce qu'elle pourrait dans ce domaine. Et je pense que c'est quelque chose à corriger. Je suppose que l'initiative dont parlait l'auditrice est une initiative qui va dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau français qui ne m'a pas entendu, qui ne nous a pas attendu, qui est dans ce Food and Agriculture Resilience. Food and Agriculture Resilience. Oui, qui va dans ce sens-là. Donc ça, il faut le faire. Hein. Je dirais c'est le devoir, d'un grand pays comme la France. Moi, comme vous l'avez rappelé, Mathieu, j'ai dirigé le service juridique d'une organisation internationale à Genève. Il y a vraiment une vocation française sur la scène internationale. Elle est inspiratrice, elle est généralement pas seulement bien intentionnée, mais elle agit dans le bon sens. Donc, c'est le moment de corriger cette anomalie, tout simplement. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier nos auditeurs pour leur attention aujourd'hui. Notre demi-heure court à son terme. Nous vous invitons donc à suivre les activités du think tank Europe Jacques Delors, à la fois sur leur site
et sur leurs réseaux sociaux. Nous vous enverrons toutes ces informations dès cet après-midi, ainsi que l'enregistrement de notre webinaire de ce jour. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 27 avril à 14h30 et nous accueillerons Thierry Chopin, donc, conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et professeur à l'École de sciences politiques de l'Université catholique de Lille. Donc, quelques jours après les résultats du second tour de la présidentielle française, il abordera avec nous l'impact que la nouvelle présidence française pourrait avoir sur les institutions européennes et sur la politique de l'UE sur l'action de l'UE dans son ensemble. Les informations d'inscription à venir également. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci encore et merci Madame Ponce d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci Mathieu et merci aux auditeurs, auditrices. Merci.